Bonjour à tous. Merci d'être là et merci aux organisateurs de m'avoir convié. Et donc merci à Michel et Jacqueline. Je suis très honorée d'être là. Et je dois dire que je les trouve très très dynamiques et vous avez de la chance de les avoir. Bon, ils ont un bon public évidemment et ils ont beaucoup de bénévoles. Et je dois dire que la dernière fois, en mai, au moment de la 150e du CSI, j'avais beaucoup admiré leur organisation et leur bienveillance. Donc je vais animer cette journée. Donc il va y avoir plusieurs tables rondes. Donc une première table ronde, d'abord je vais vous faire un petit PowerPoint, excusez-moi pour l'anglais, une petite présentation qui ne va pas durer longtemps et qui va mettre un peu le contexte général. Et ensuite, donc, vous aurez deux interventions, une de Vincent Pavant et une autre de François-Marie Perrier. Donc, je vais peut-être d'abord faire la petite intervention et ensuite, je vous demanderai de venir, voilà. Donc, moi, je suis donc journaliste depuis plus de 35 ans. En réalité, c'est depuis plus de 40 ans, mais je ne me dis pas que ça fait trop. Donc, je suis journaliste de terrain. Et j'ai toujours été sur le terrain. Et donc, en ayant vu tout ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai eu besoin d'écrire et de condenser tout ça et de faire donc des livres pour faire la synthèse de tout ce que j'ai vu sur le terrain pendant toutes ces décennies, puisque ça fait à peu près 4 décennies que je suis journaliste dans les médias mainstream. Je suis actuellement journaliste indépendante. Et je ne suis plus dans les médias mainstream, je suis dans les médias alternatifs, comme Nexus par exemple. Donc, je vais vous faire une petite intervention. Donc, j'ai écrit un livre qui vient de sortir et qui est la réédition du livre sur les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas, et qui est la version augmentée et actualisée du Grand désordre hormonal, qui était sorti en 2021, et dans lequel je parlais déjà des effets des vaccins. Et en particulier du fait que les nanoparticules vaccinales ne restaient pas dans le deltoïde du bras comme on nous le disait, mais qu'elles allaient partout dans le corps. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant du point de vue de la jeunesse? Parce qu'ils sont aussi victimes, les adultes sont victimes, et les jeunes aussi, puisqu'il y a un vaccin qui a été fait pour eux, et certains jeunes sont vaccinés avec ce vaccin qui reste un vaccin expérimental et absolument pas évalué au point de vue de la sécurité et de l'efficacité. Donc, je commence. Donc, cette journée, c'est l'évolution et la protection de la jeunesse. Et c'est un petit peu le problème, c'est la protection. Et qu'est-ce qu'on regarde? Donc, je voudrais d'abord, avant de commencer, avoir une pensée pour l'avocat Rainer Fulmich. Il est actuellement en prison depuis 1 an. Ils sont en train de le juger, ils n'arrêtent pas de le faire venir. Il est détenu dans des conditions inadmissibles, qui sont proches de la torture. Et il s'agit actuellement d'un prisonnier politique, un peu comme Assange. Donc Assange, lui, il est sorti, mais il faut penser donc à Rainer Fulmich, qui lui est en prison. Et vous voyez, il l'amène avec des menottes devant le tribunal, et ils ont mis le public dehors, et ils n'ont plus le droit d'assister, ils sont derrière des vitres. Et chaque fois qu'il arrive, il l'attache, vous voyez, avec dans le dos, avec des chaînes, y compris les pieds, pour le fouiller. Et ils l'ont mis à l'isolement, et depuis 1 an, il est traité, mais d'une façon qui frise la torture. Donc, je lui dédie cette conférence. Alors, évolution et protection de la jeunesse, quelle tendance générale des sociétés occidentales? Donc la jeunesse n'échappe pas, j'ai défini 5 tendances, ça va aller assez vite, hein, mais pour moi la première et la plus importante, c'est la sous-information et la désinformation des citoyens. Les citoyens sont sous-informés. Les parents ne savent absolument pas ce qui attend leurs enfants à l'école.
Ils vont le découvrir quand l'enfant, une fois traumatisé, va revenir et raconter aux parents ce qu'il a vu ou entendu, si jamais il le fait. Et donc, je vous donne cette pensée de Alexis Haupt, qui est qu'on peut voir sur Twitter. Hein. Il dit « Quand on interdit le débat contradictoire, quel que soit le sujet, c'est qu'on cherche à vous manipuler. » Or, depuis à peu près, donc depuis 2020 en particulier, mais quand même depuis plusieurs décennies, en tant que journaliste, j'ai observé une régression de la liberté de l'information. Et donc, la première cible, avec la jeunesse, la première cible de ces gens qui essayent en fait de nous mettre en esclavage, hein, il faut dire la vérité, eh bien la première cible, c'est la liberté d'expression. Et donc, ils l'avouent eux-mêmes, 2024, leur priorité, c'est de faire la chasse à la liberté d'expression. Et tous l'ont expliqué. Qui sont ces gens qui expliquent qu'ils organisent la censure? Une censure décomplexée, complètement décomplexée. Et ils le disent. Et donc, cette régression de la liberté d'expression, vous voyez, elle est organisée par des gens comme Bill Gates au niveau international, hein, Tedros Ghebreyesus, le patron de l'OMS, l'ONU et en partenariat avec Klaus Schwab du Forum économique mondial de Davos. Tous ces gens-là ont expliqué en 2023 et en début 2024 que leur priorité, c'était la chasse à la liberté d'expression, que eux, ils appellent chasse à la désinformation. Alors, eux, au niveau international, ils donnent leurs consignes au niveau Union européenne, avec Madame von der Leyen, qui ensuite donne plus ou moins ses consignes au président français et au gouvernement français pour réduire la liberté d'expression. Et les législations qui sont promues et proposées par le niveau international, Bill Gates, l'OMS, l'ONU, est ensuite appliquée dans les législations nationales. Et on l'a vu cette année avec l'article 4 et de la loi sur les dérives sectaires qui commence à poursuivre le fait de pouvoir critiquer ou dénoncer les effets secondaires d'un produit pharmaceutique. Et donc cette législation-là, qui a été pensée au niveau international, est appliquée au niveau national via le niveau régional de l'Union européenne. Et Madame von der Leyen, pas plus tard qu'il y a 4 jours, disait la désinformation, c'est comme un virus, il faut commencer à la combattre avant qu'elle arrive. Vous voyez? Donc c'est vraiment leur priorité, c'est la chasse à l'information. Et au passage, c'est quand même le premier amendement aux États-Unis qui est la liberté d'expression. Sans liberté d'expression, il sera impossible de dénoncer tous les autres forfaits de ces personnes qui ont pris des rênes du pouvoir au niveau international. Et donc, vous voyez comment ça se passe. Ce n'est pas des fantasmes. Ils ont, au niveau OMS, changé le règlement sanitaire international au mois de mai. On en a parlé, il y a eu beaucoup de mobilisation pour ne pas que ça se fasse. Ça s'est quand même fait. Ça a été, au niveau du règlement sanitaire international, ils ont un peu édulcoré parce qu'il y avait de la mobilisation, mais ils ont quand même maintenu l'introduction de la pandémie à tout bout de champ dans le règlement sanitaire international et la chasse à la mésinformation et à la désinformation. Et les États qui signent le règlement sanitaire international s'engagent à lutter contre la mésinformation, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à lutter contre la liberté d'expression. Ce règlement sanitaire international, il a 10 mois pour être ratifié par les États, par les gouvernements. Il est actuellement en cours de ratification. Tout le monde l'oublie, tout le monde fait comme s'il n'existait pas, mais il est encore temps, si les populations se mobilisaient, il serait encore temps de dire, écoutez, nous, on ne veut pas de ce nouveau règlement sanitaire international. Il faut savoir qu'il est actuellement en cours de ratification. Et les populations ont 10 mois. Avant, c'était 18 mois, mais de façon totalement abusive, ils ont réduit ça à 10 mois. Et donc, il est encore temps pour la population de se mobiliser. Surtout qu'il y a aussi
un autre traité qui lui aussi n'est pas abandonné et qui mettra les États sous tutelle et les mettra sous la tutelle de l'OMS, qui elle-même est financée et contrôlée par Bill Gates. Donc ce traité, lui aussi, il est toujours en cours d'étude au niveau de l'OMS et il n'est toujours pas abandonné. Donc ça, c'est la première tendance, c'était la lutte contre la liberté d'expression qu'il faut défendre. La deuxième tendance, c'est l'attaque sur les libertés fondamentales, l'intrusion dans l'intégrité des corps. Et ça, on l'a vu avec les vaccinations obligatoires, et les notions fondamentales, comme l'habeas corpus, qui est la base qui était au XVIIe siècle, mais ça avait commencé déjà au Moyen-Âge et même sous les Romains. Eh bien, écoutez, cet habeas corpus qui préserve les libertés fondamentales, eh bien, il commence à être complètement remis en question et attaqué. Et on le voit à travers les attaques qui sont livrées contre le libre consentement éclairé, donc concernant l'acceptation ou non de la vaccination. Donc cette liberté fondamentale, déjà, elle a été fortement atteinte en 2017, lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. La première chose qu'il a faite a été d'augmenter les vaccins obligatoires pour les nourrissons de 3 à 11 vaccins. Donc c'est la notion même d'obligation vaccinale pour les nourrissons qui, si on réfléchit bien, devrait être remise en question, puisque on doit demander à la personne qui a l'autorité parentale sur le nourrisson d'accepter ou pas, de consentir ou pas à la vaccination en utilisant le principe du libre consentement libre et éclairé. Donc, on n'a pas réagi assez, à part la Ligue pour la liberté des vaccinations, puisqu'elle a mené plusieurs attaques en justice, au Conseil d'État, à la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, elle a perdu malheureusement, mais au moins elle a essayé, la Ligue. Et elle était un peu seule, il faut dire. Bon. Eh bien, que s'est-il passé? On ne réagit pas au fait qu'on traite les bébés avec 11 vaccins, bientôt 12, qui ne sont pas testés contre placebo. Quand on commence à regarder l'histoire de la vaccination, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais été testés contre placebo. Donc on ne peut pas avoir l'explication sur la nocivité ou pas des vaccins. Sauf qu'effectivement, il y a certains vaccins qui ont été utilisés avec des placebos, mais avec des placebos à l'aluminium seulement. Ça a été le cas du HPV. Eh bien, on a pu voir les dégâts de l'aluminium tout seul. Vous voyez? Ça a permis de faire une espèce de placebo à l'aluminium. Donc, on n'a pas réagi pour les bébés, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ensuite l'entièreté de la population, les adultes, qui ont été visés. Donc, la tendance 3, c'est la tendance à l'augmentation de la contrainte et de la société de surveillance. Donc, la contrainte du corps, mais aussi la contrainte des esprits, et le crédit social à la chinoise qui est en train d'arriver à vitesse grand V. Personne, en fait, bon, ici évidemment vous en êtes conscient, mais la population n'est pas assez informée là-dessus. Et effectivement, que se passe-t-il? L'Union européenne est en train d'introduire les passeports vaccinaux, les passeports identité, digital wallets, qui vont être tous coordonnés ensuite à vos comptes bancaires, et tout, ils appellent ça l'interopérabilité. Mais il suffit ensuite que le passeport vaccinal ne soit pas à jour, ou qu'il décide que vous n'avez pas fait telle injection, et ils peuvent vous bloquer. S'ils le veulent, ils auront en tout cas les moyens numérique de bloquer votre compte bancaire. Autrement dit, de vous condamner sans jugement, évidemment. Hein. Donc, le problème, c'est la mise en réseau de ces différents fichiers. Donc, il y a ici le Digital Wallet, vous voyez, Digital Identity for All Europeans.
Et là, le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal avec QR code porte atteinte aux libertés fondamentales, ça évidemment. C'est l'Union européenne qui a donné son système à l'OMS. Et le traité de l'OMS prévoit que ce QR code sera appliqué à toute la population mondiale et permettra d'éviter les falsifications. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus y avoir des fausses vaccinations. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans le traité. La tendance 4, c'est la tendance concernant la jeunesse. La jeunesse, c'est la cible prioritaire du formatage idéologique avec la suppression de la protection parentale. C'est-à-dire que vous avez une famille et une protection parentale, tout est fait dans les conseils et les recommandations de l'OMS pour que les enfants soient séparés, vous voyez, des parents, de façon à ce que ces derniers ne puissent plus les protéger. Et c'est ce qui se passe donc dans les écoles, et c'est l'État qui veut prendre l'autorité sur les enfants, et on s'aperçoit qu'effectivement cette suppression de la protection parentale, elle rentre dans les faits, puisque sous la présidence Macron, effectivement, est intervenue l'interdiction de l'école à la maison, ou en tout cas le fait de la rendre beaucoup plus difficile. Ensuite, l'obligation de l'école à 3 ans pour arracher les enfants le plus tôt possible à l'influence des parents. Et les apprentissages fondamentaux sont négligés, lire, écrire, compter, et délaissés au profit du prêt-à-penser et des programmes idéologiques qui sont maintenant de diaboliser les antivax et d'une propagande officielle plébiscitée à l'école. C'est-à-dire que maintenant, l'école est une entreprise idéologique d'endoctrinement. Il faut en prendre conscience, et je pense que Vincent Pavard vous en parlera beaucoup tout à l'heure, vous expliquera tout ça. Donc là, il y a vraiment un problème si on voit avant et après. Avant, il y a une autorité parentale. Après et en ce moment, on sépare les enfants pour les endoctriner. Pour les endoctriner comment? Avec ce qu'on appelle le wokisme. Alors le wokisme, je rappelle l'origine du mot wokisme, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, c'est que le wokisme en anglais, wake, ça veut dire éveiller. Et le mot woke vient de éveiller. Donc pourquoi? Parce que c'est être éveillé aux minorités, et en particulier aux minorités en matière d'orientation sexuelle et contre les injustices et les discriminations. Mais si être éveillé contre les injustices et les discriminations, eh ben nous, excusez-moi, mais on est très woke. Voilà. Mais sauf que ce n'est pas que ça. Évidemment, le wokisme, c'est sous prétexte de lutter contre les injustices et les discriminations, d'instaurer de nouvelles normes et de brouiller les repères, de façon, encore une fois, à prendre possession des esprits et des corps. Et si on regarde ceux qui ont vu l'ouverture de la cérémonie des JO, vous avez l'expression du wokisme parfaite, avec un homme nu représentant Dionysos, quoi, enfin, en train de boire beaucoup d'alcool, et ici, un enfant. Ils ont tenu, en fait, à mettre un enfant. Et lui, il chante, il dit « Oui, je suis tout nu, c'est très bien, je suis tout nu sur la plage, c'est vachement bien. » Voilà. C'est ça, c'était ça, la cérémonie des JO, bon, dont vous savez tous que ça a fait un peu un scandale, mais il y a des gens qui ont trouvé ça super. Bon. La tendance 4, toujours sur les enfants, c'est la sexualisation des enfants et la disparition de la sphère intime. Alors là, je vous invite à aller voir, vous tapez OMS sexualité enfant, vous allez tomber sur le site OMS, voilà. Et vous allez tomber sur les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, c'est ce qu'ils recommandent. Donc, ils l'ont mis à part maintenant le PDF, mais il y a un PDF, je vous ai pris quelques petites, voilà, éducation, ils appellent ça éducation complète à la sexualité. ECS,
complète. Complète, c'est-à-dire de 0 à 20 ans, hein, en gros, à 18 ans, en gros. Et complète, c'est aussi pour insister, parce qu'ils considèrent que l'éducation à la sexualité, c'est l'éducation au plaisir. Et c'est ça qu'ils recommandent d'enseigner. Donc, je n'irai pas plus loin là-dessus. Recommandation de l'OMS relative à la santé et aux droits des adolescents en matière de sexualité et de reproduction. Donc, avant, il y avait des cours sur la reproduction. Maintenant, c'est sur la sexualité et c'est recommandé par l'OMS. Je vous ai mis 2 exemples. Vous voyez, la matrice, c'est ce qu'ils donnent. C'est leur document. Hein. Ça, c'est OMS Europe. De 0 à 4 ans. Information, donc, il y a information, compétence et attitude. Donc, information. Donc, informer l'enfant sur sexualité, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. Ça, c'est entre 0 et 4 ans, donc à la maternelle. 6-9 ans, j'ai fait juste un petit aperçu, hein. Toujours pareil, là vous regardez informer l'enfant sur, vous voyez, informer l'enfant sur, alors sexualité 6-9 ans, le sexe dans les médias, y compris sur internet, donc ça veut dire qu'entre 6 et 9 ans, ils vont apprendre aux enfants à aller voir le sexe sur les médias, comme s'il n'y avait pas assez déjà de pornographie et de risques justement pour les enfants. Et ce qui est recommandé, donc, le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son corps, masturbation, autostimulation. Donc je vous fais grâce du reste, mais ça c'est entre 6 et 9 ans. Entre 9 et 12 ans, voilà, je ne vais pas détailler non plus, mais en gros c'est pareil, donc, sauf que là maintenant il y a la première expérience sexuelle, entre 6 et 9. 9 et 12, pardon. L'orientation sexuelle, le comportement sexuel des jeunes, les différences de comportement sexuel, l'amour, être amoureux, le plaisir, la masturbation, l'orgasme, les différences entre l'identité sexuelle et le sexe biologique. Et c'est là que commence le wokisme, c'est-à-dire dissocier complètement le sexe biologique et l'identité sexuelle. Donc ça, j'en parle pas plus parce que vous avez toute la journée des intervenants qui vont en parler. Et donc, dans ces documents de l'OMS, il y a certains documents, ils mélangent évidemment des vœux pieux et basiques que tout le monde, sur lesquels tout le monde peut adhérer, normes sociales équitables pour les deux sexes. Tout le monde est d'accord que ça doit être équitable. Bon, et alors ils vous font une phrase où ils disent bon, il faut respecter les normes équitables pour les deux sexes. Et la phrase d'après, ils mettent il faut aider les adolescents à accéder aux interventions proposées dans la communauté, telles la vaccination contre le papillomavirus PV1, bon c'est l'HPV quoi, et, alors là je dois dire, je m'y attendais pas, et la circoncision masculine médicale volontaire. Ça je savais pas. Bon. Mais, vous voyez, ils mélangent évidemment tout le monde aspire à l'égalité des sexes. Voilà. Donc, ils appellent ça l'égalité des genres. Alors, ils se mélangent tellement les pinceaux entre genre et sexe qu'après, ils disent, bon, alors maintenant, on va étudier les relations entre les genres. Ben non, c'est les relations entre les sexes. Vous voyez ? Et quand on parle de sexisme, on ne parle pas de genrisme. Donc, il y a un mélange des mots, il faut faire très attention au vocabulaire. Donc voilà, et la tendance 5, voilà, j'en ai fini, j'ai peut-être un peu dépassé mon temps. Hein. La tendance 5, c'est l'omniprésence des intérêts privés dans les politiques publiques. Donc je vous donne un exemple, vous voyez, un exemple tout simple. Mercredi 6 novembre 2024, c'est bientôt. Les deux académies de médecine et de pharmacie organisent un colloque. Voilà, repenser notre politique vaccinale contre les infections respiratoires. Saurons-nous innover? Qui sponsorise? Sanofi, CSL Seqirus, je ne sais pas qui c'est eux, GSK,
donc tous les fabricants de vaccins, Viatris, AstraZeneca, MSD, Pfizer et la mutualité française. Voilà. Donc ce qu'on perd, c'est notre souveraineté à tous les niveaux, et en particulier la jeunesse qui est la cible, parce que c'est l'avenir. Voilà. Merci de votre attention.